Ma mère, mes petites sœurs, mon petit frère Mandembori et moi avons été en exil durant plusieurs mois. Nous avons traversé plusieurs pays du royaume Ouagadougou sans pouvoir nous installer durablement. Les lieux étaient incertains, car nous devions faire face aux manigances de Sassouma qui ne nous lâchait pas. À cela s'ajoutaient les problèmes de santé de ma mère. La femme buffle perdait de plus en plus de force. Après des mois d'errance, nous avons trouvé refuge dans le royaume des Mema, où le roi Moussa Tonkara nous prit sous son aile. À ses côtés, j'évoluais et apprenais au point qu'il m'accorde sa confiance. Au bout de 3 ans, je suis devenu son Kankorosili, son vice-roi. Dans le royaume de Mema, on m'aimait ou l'on me craignait. Mon intelligence et mon esprit conquérant étaient souvent mis en évidence. On me comparait à l'ancien roi, Alexandre le Grand, qui était d'une grande inspiration pour moi. Pendant que ma réputation rayonnait dans le pays de Mema, Soumaoro Kanté faisait des ravages dans les royaumes qui étaient sous son pouvoir. Il avait conquis le Mandingue dirigé par mon demi-frère. Lorsque l'ambassade a été envoyée, le roi du Soso a exigé que Dankaran se soumette, comme les chefs de plusieurs autres royaumes. Soumaoro s'imposait à tous avec son armée de soldats, composée de forgerons, sans oublier la puissance de ses fétiches. C'est d'ailleurs cela qui lui a valu le surnom de roi sorcier. Après la défaite du Ouagadougou et du Diagan contre lui, Soumaoro n'a pas eu d'autre opposition. Dankaran a dû se soumettre. Pour consolider son alliance et sa soumission, Monkrio Balafaseke est resté au royaume Soso. En prime, il a envoyé notre sœur, la princesse Nana, en mariage. Depuis son accession au trône, le roi sorcier avait défait 9 rois, dont les têtes lui servaient de fétiche dans sa chambre. Soumaoro était également considéré comme un génie du mal. On disait aussi de lui qu'il prenait plaisir à fouetter publiquement des vieillards et enlever des filles de force qui peuplaient les villages de son empire sans même les marier. Soumaoro était perçu comme invincible et pourtant, sa soif de domination l'a malheureusement mené à une erreur fatale. Mais il le saura bien plus tard. Le roi sorcier a enlevé la femme de son propre neveu et général en chef des armées, Fakoli Kuruma. Un acte que ce dernier considérait comme une traîtrise impardonnable. Il a décidé de se venger et de se retourner contre son oncle. L'ensemble des villes revoltées du Mandingue qui en voulaient à Soumaoro se sont alliées à Fakoli. Parmi elles, Dankaran, basé à Niani, en faisait partie. Cependant, le roi du Soso s'en est violemment pris à toutes ces villes et a détruit Niani. Dankaran n'a même pas lutté et il s'est enfui. Fakoli a combattu comme il pouvait, mais Soumaoro a remporté la bataille. Fakoli n'avait plus d'autre choix que de s'exiler. Des feuilles de baobab, elles ont humilié ma mère, révélé ma force et de longues années plus tard m'ont mené là où mon destin m'avait placé. J'étais en exil au royaume de Mema durant plusieurs années et j'étais loin de me douter qu'un jour, en revenant de la chasse avec mon demi-frère Mandembori, je trouverais ma mère manipulant ces fameuses feuilles provenant du lieu de mon enfance. Colocan, ma petite sœur, avait rencontré des marchands du Mandingue qui en distribuaient au marché avec d'autres condiments. Colocan les a conduits chez nous quand ils ont demandé à me voir. Ils nous ont révélé qu'ils étaient à ma recherche. Ils m'ont mis au courant de la destruction de Niani par Soumaoro Kanté, de la fuite de Dankaran et de la lutte insuffisante de Fakoli contre le roi sorcier. Les habitants du Mandingue étaient démunis. Ceux qui se faisaient passer pour des marchands ont été missionnés pour retrouver celui qui était selon eux le seul à pouvoir délivrer le Mandingue du joug de Soumaoro Kanté. Au cas où tu ne l'as pas compris, c'est de moi qu'il parlait. J'étais enfin reconnu comme le digne héritier du Mandingue. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on m'a attribué le nom glorieux de Keita. Il est une déformation de Kienta, qui est lui-même la réunion des termes mandingues Kien, signifiant héritage, et Ta, qui se traduit par prendre. Kienta voulait donc dire prends ton héritage. Avant de te raconter le début de l'ère Sundiata Keita, remémore-toi mon enfance, alors que j'étais incapable de marcher, les nombreux complots que ma mère et moi avons connus, notre exil et la façon dont le Mandingue s'est décionné. Retiens une chose de tout cela, quel que soit le temps, les obstacles et la manière dont il se réalisera,
tu ne pourras pas échapper à ton destin. Je n'étais pas surpris par la demande de ses envoyés, car depuis mon exil, j'ai toujours su que je reviendrais un jour. Et comme si la femme buffle avait attendu ce moment avant de quitter ce monde, elle est devenue très fiévreuse la nuit tombante. Ma mère, Segolon Kedju, a rendu son dernier souffle le lendemain matin. Je l'ai enterrée à Mema avant de partir, déterminé à récupérer l'héritage qui m'était destiné. En partant de Mema, ma cavalerie était composée de la moitié des soldats que le roi Moussa Tunkara m'avait donnés. Il m'avait conseillé d'agrandir mon armée en allant chercher des hommes au royaume Ouagadou. Avant toute autre action, j'avais prévu de me rendre dans la ville de Tabon, retrouver mon ami d'enfance, le roi Frank Kamara. Il était fraîchement intronisé et opposé à celui qui sera mon grand rival, Soumaoro Kanté. Ce dernier a pris la décision de m'attaquer avant mon arrivée dans la ville. Il a envoyé son fils Sosobala et son armée pour me barrer la route dans les montagnes. En apercevant Sosobala et son armée, j'avais ri. Aucun fantassin ne pouvait m'arrêter. Contre toute attente, là où les chefs de guerre préféraient combattre le lendemain, j'ai décidé d'entrer en guerre le jour même. Perché sur mon cheval, je lançais l'assaut au rythme des tam-tams. Les forgerons du Soso étaient terriblement surpris. Aux côtés de mon armée, je les ai combattus sans relâche avant de pourchasser le fils de Soumaoro, le forçant à fuir. Après le succès de cette première bataille, Soumaoro m'a pris au sérieux et a décidé de me combattre avec toute son armée. Nekboria, c'est la ville où Soumaoro m'a rencontré avec ses troupes. Il pensait se reposer, mais j'avais tellement attendu ce moment qu'il n'y avait plus de place au repos. Une nouvelle fois, j'ai décidé de livrer bataille dès son arrivée. Et selon une stratégie spécifique, il m'a permis de surprendre et déjouer ses soldats. Sur mon cheval, je ne le quittais pas des yeux. Je galopais entre les forgerons armés, ayant pour unique but d'atteindre le roi du Soso avec une de mes flèches. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette flèche rebondirait sur la poitrine du roi sorcier. J'ai été quelque peu déstabilisé avant de sortir ma lance pour le viser. Je levais à peine le bras que le roi avait déjà disparu. Dans les jours qui ont suivi, mes troupes et moi étions déterminés à poursuivre les hommes du Soso. Une nuit, ils nous ont attaqués par surprise, mais nous avons vite repris notre défense au point de les faire partir. Entre-temps, j'ai de nouveau élargi mon armée en allant chercher d'autres forces vives dans les villages avoisinants. J'ai retrouvé plusieurs amis d'enfance qui ont entendu parler de ma réputation. J'avais l'autorité, la détermination, le courage, le pouvoir, la stratégie. Je savais aussi qu'il fallait autre chose. J'avais beaucoup entendu parler de la puissance mystique de Soumaoro, sans forcément m'en inquiéter. Maintenant que j'avais vu de mes propres yeux ma flèche rebondir sur sa poitrine et le voir disparaître, je me suis demandé quel était son génie protecteur et comment le combattre. Soumaoro livrait bataille avec des armes différentes des miennes et j'allais aussi me mettre à son niveau. Je consultais les devins les plus éminents du mondagne qui m'ont indiqué les animaux à immoler. Entre-temps, mon griot Balafaseke, anciennement enlevé par Dankara pour être envoyé au Soso, ainsi que Nana Triban, ma demi-sœur qui avait été envoyée en mariage, ont réussi à s'échapper. Étant très proche de Soumaoro durant de longues années, leur aide m'a été précieuse pour découvrir le secret mystique qui m'a permis de tuer Soumaoro sur son terrain. J'ai mené mon armée élargie jusqu'à la ville de Dayala, mon objectif étant de barrer la route à Soumaoro et ses troupes, qui se dirigeaient vers moi. Fakoli Kuruma me rejoignit et se mit sous mes ordres contre son oncle. Arrivé au niveau de Soumaoro, nous sommes officiellement déclaré la guerre. Après plusieurs coups de part et d'autre, j'ai réussi à atteindre Soumaoro à l'épaule, avec la flèche en ergot de coq blanc. C'était ma demi-sœur Nana Triban qui m'avait dévoilé le secret me permettant de le tuer. Dès que la flèche l'a atteint, Soumaoro est devenu tremblant et fiévreux. Il a réussi à s'enfuir, mais Fakoli et moi l'avons pourchassé jusqu'au sommet de la montagne de Koulikoro qu'il a essayé de gravir à pied. Nous l'avons vu entrer dans la grotte de Koulikoro et il n'en est jamais ressorti. La légende dit qu'il aurait été transformé en pierre ou en oiseau noir. Fakoli a capturé Sosobala, le fils de Soumaoro, et également son cousin.
À ce moment de l'année 1235, Sumaoro n'était plus et mon nom s'élevait, triomphait. Je recevais des émissaires de tous les rois qui voulaient se soumettre à moi. Les soldats forgerons ont fui à Sosso pour se réfugier. Arrivé dans la ville, j'ai fait délivrer les femmes capturées par l'ancien roi sorcier. J'ai soumis à mes ordres les anciens alliés du Sosso avant de me diriger vers le royaume de mon enfance. Je voulais à tout prix m'acquitter de ma dette au roi de Mema. J'ai donc envoyé une ambassade spéciale dans la ville. J'avais aussi comme but de construire les fondations d'un règne prospère. J'ai ordonné à tous mes généraux de se rendre à Kaaba, sur le Djoliba, où je les retrouvais. Je souhaitais rassembler tous les rois afin de poser les règles, droits et devoirs de chacun. En 1236, aux côtés de la confrérie des chasseurs, nous avons proclamé la charte de Kourouganfougan, que tu connais plus sous le nom de la charte du Mandé. À ce moment, je n'avais pas conscience que cette charte marquerait l'histoire et serait considérée comme l'une des plus anciennes déclarations des droits de l'homme. Elle valorisait la paix sociale, l'inviolabilité de la personne humaine, l'éducation, l'intégrité de la patrie, l'abolition de l'esclavage par razzia, la liberté d'expression et d'entreprise. Après avoir posé les bases de l'Empire à Kaaba, je pouvais enfin retourner au Mandingue, le cœur léger. Entre Kaaba et Niani, j'ai été accueilli avec ferveur. La route était remplie de monde attendant mon retour triomphant aux côtés de mon armée. À l'entrée de chaque village du royaume, des femmes disposaient des pagnes multicolores sur le sol pour éviter que mon cheval ne se salisse les pattes. À mon retour à Niani, j'ai découvert une ville en ruine. Je l'ai fait reconstruire et elle est devenue la capitale politique et économique du royaume mandin. J'ai développé l'empire avec la confiance de mes généraux, Tiramagan et Fakoli Kourma. Dans la lignée d'Alexandre le Grand, je souhaitais conquérir les régions productrices d'or afin d'enrichir l'empire. J'ai donc envoyé mon armée dans le Bambouk, première région aurifère de l'ancien royaume du Ghana. Mes généraux ont réussi à soumettre presque tous les territoires anciennement contrôlés par l'empire. Le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Mauritanie étaient tous unis dans le monde. Ces frontières créées bien après mon règne et auxquelles tu t'identifies aujourd'hui n'ont jamais existé en mon temps. N'oublie donc pas que vous êtes tous d'origine mandingue. J'ai réussi à faire ce que j'avais prévu pour ce royaume. Un empire prospère, uni, riche, dans lequel j'ai introduit la culture du coton, développé l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, des dizaines de versions existent sur mon histoire, mais la plupart me décrivent comme un homme courageux, stratège, fédérateur, administrateur, sage ou encore tolérant. Tout comme les versions sur mon parcours de vie, celles de ma mort sont multiples. Vos calendriers disent que j'ai quitté le monde des vivants en 1255. Pour certains, je serais mort d'une noyade dans le fleuve de Sankarani, près de ma ville natale, à Niani. D'autres affirment qu'une flèche perdue dans une cérémonie m'a été fatale. Pour d'autres encore, je me serais transformé en hippopotame. Le mystère plane sur les circonstances de ma mort. Mais le plus important, c'est ce que tu retiens de mon vivant, n'est-ce pas? Je suis Diata, Sogolon Diata, Magan Sogolon, l'homme buffle, l'homme lion, le roi des rois, le Mansa. Je suis Sundiata Keita.